Mais il y a des centaines, des dizaines de milliers de familles françaises qui sont sur les listes d'attente et qui n'arrivent pas à bénéficier d'un logement social. Donc moi, à la question initiale, vous ferez déménager certaines familles ou pas ? Non, je sortirai personne, je ferai déménager personne. Mais dans les nouvelles attributions qui seront données, nous ferons voter une loi que nous ferons passer dans ce référendum sur l'immigration, puisque vous savez qu'on souhaite soumettre un projet de loi à référendum dans les premières semaines de notre élection. Nous instaurons la priorité nationale et nous dirons, en France, le peuple français doit avoir la priorité chez lui. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a récemment été l'invité de l'émission 8h30 France Info, animée par Marc Fauvel et Salia Braclia. Lors de cet entretien, il a abordé plusieurs sujets, notamment la situation sécuritaire et migratoire à Mayotte. Bardella a exprimé son soutien à la suppression du droit du sol dans l'île, une mesure annoncée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ouais, lors des journées où le Rassemblement national décide de l'ordre du jour de l'Assemblée, vous n'avez jamais déposé de texte sur l'immigration. Vous parlez de la niche parlementaire ? Oui, de la niche parlementaire. Écoutez, on a l'impression que finalement ça vous intéresse moins aujourd'hui. Alors, je pensais pas qu'un jour un journaliste me ferait ce type de reproche, à savoir qu'on ne parle pas assez d'immigration. C'est un constat. Mais écoutez, les Français connaissent nos positions sur l'immigration. Ça fait à peu près 40 ans que mon mouvement les expose. Les Français connaissent notre fermeté en la matière. Ils savent que si nous arrivons au pouvoir en 2027, nous engagerons dès les premières semaines un référendum sur l'immigration pour permettre aux Français de reprendre le contrôle. La priorité nationale ne sera pas possible pour eux. Non. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas prioritaires. Totalement. Vous êtes. Donc les critères, ce seront des critères ethniques. Non. La carte d'identité, c'est pas un critère ethnique. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous passez... Ce sont des étrangers en situation régulière. C'est-à-dire qu'ils ont le droit, aujourd'hui, un étranger en situation régulière avec un titre de séjour long a accès à un HLM. Madame Braclia, vous allez changer ça. Pour entrer dans la fonction publique, il faut être de nationalité française. Vous ne considérez pas que l'État français fait de la discrimination ethnique. Moi, je ne regarde qu'une chose, c'est la communauté nationale. Or, s'est installée aujourd'hui, notamment en matière de logement HLM, une préférence étrangère. Un tiers des immigrés qui sont présents sur le sol français occupent des logements sociaux. C'est un chiffre qui a été donné par l'INSEE. Attribués sur des critères sociaux et donc de revenus. Donc, exactement. Sauf que la France n'est pas un guichet social, pardon de le dire. Mais il y a des centaines, des dizaines de milliers de familles françaises qui sont sur les listes d'attente et qui n'arrivent pas à bénéficier d'un logement social. Donc moi, à la question initiale, vous ferez déménager certaines familles ou pas ? Je sortirai personne, je ferai déménager personne. Mais dans les nouvelles attributions qui seront données, nous ferons voter une loi que nous ferons passer dans ce référendum sur l'immigration, puisque vous savez qu'on souhaite soumettre un projet de loi à référendum dans les premières semaines de notre élection. Nous instaurons la priorité nationale et nous dirons, en France, le peuple français doit avoir la priorité chez lui. Ça ne veut pas dire que on est fermé. Ça veut dire qu'on n'accueillera pas les personnes en situation régulière. Ça veut dire les étrangers ça veut dire qu'on accueillera en France. D'abord, le nombre de titres de séjour qui seront donnés de manière régulière et de manière légale sera considérablement restreint et nous choisirons peut-être les secteurs économiques dans lesquels nous en avons besoin et nous choisirons par exemple des étudiants. Juste la France... Les étrangers en situation régulière ne pourront pas avoir accès au logement. Il y aura une priorité en tout cas dans les nouveaux, c'est très clair, je veux dire, là vous me posez une question claire, je vous réponds très clair. Il y aura exactement dans les nouvelles attributions qui seront faites, il y aura une loi qui contraindra la décision à une priorité donnée aux familles françaises. Donc vous allez faire la même chose que Danemark. Il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de familles françaises qui sont touchées par la précarité, qui cotisent, qui travaillent et qui, à mon sens, devraient avoir une priorité dans leur propre pays parce qu'ils sont chez eux. Encore une fois, ce que nous faisons est fait par beaucoup de pays dans le monde. Et le Danemark est bien un exemple qu'on peut reprendre en main la politique d'immigration. Et puis ce que je vous disais, nous couperons aussi toutes les pompes aspirantes qui fait qu'on peut venir en France se faire soigner, loger gratuitement, etc. aux frais de la princesse. L'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, évidemment, je pense que la question environnementale et au-delà la question du climat dont l'urgence est pointée dans tous les rapports du GIEC est très certainement le défi de notre génération et le défi qui est devant nous. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions. C'est-à-dire que d'aller créer une taxe sur les revenus très importants, enfin en tout cas modérément importants, au-dessus de 4 000 €. La volonté en plus d'aller taxer... Pardon, elle vient d'où cette taxe sur les... C'est dans le rapport de Monsieur Pisani. Ah oui, c'est le rapport de Jean Pisani, en très grande partie, l'économiste, qui n'a pas du tout été repris. Non, mais on sait qu'une grande partie des travaux d'Elisabeth Borne s'appuie sur ce rapport-là. La volonté idem d'aller taxer les investissements dans les assurances-vie alors qu'on demande 60 milliards d'euros d'investissements supplémentaires dans les entreprises. Pas non plus annoncé. Comme des contradictions. Le problème aujourd'hui des
des émissions de gaz à effet de serre, c'est d'abord et avant tout le problème de notre modèle économique. Le Haut Conseil pour le climat nous rappelle que la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre est liée à nos importations. Donc, on peut démultiplier les mesures d'infrastructure et il faut le faire, notamment en matière de rénovation thermique, qui est aussi un moyen de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Mais tant qu'on ne remet pas en cause ce modèle économique qui est basé sur le grand déménagement du monde et qui vise à les faire fabriquer très très loin des produits pour les rapatrier sur le sol français pour ensuite aller les recycler en Afrique, m'apparaît être catastrophique pour la planète. La solution au niveau européen avec la taxe carbone, la solution, mais qui s'applique, enfin, on pourra rentrer dans le détail, mais ce que nous défendons nous, c'est le patriotisme économique, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir consommer, produire et retraiter au plus près des lieux de consommation. On sait que ça ne pourra pas se faire surtout, mais si on veut se donner l'ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre pays et d'une manière plus générale à l'échelle de l'Europe, il faut s'engager sur la relocalisation et sur le développement d'une industrie verte, et ça passe impérativement par le patriotisme économique. Hors de question pour vous de taxer le patrimoine des 10% des Français les plus riches, comme le suggère Jean Pisani-Ferry, le problème, le patrimoine financier. Le problème, c'est un problème évidemment français, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un problème en France, on invente une taxe. Donc je pense qu'il y a une vraie question de justice sociale dans la répartition de la richesse, et que notamment les super profits et les très grandes fortunes doivent évidemment être taxés, mais je crois pas que, en l'espèce, sur la question du climat et de l'environnement, le problème vienne des gens qui gagnent plus de 4 000 euros dans notre pays. C'est pas une question de problème, pardon, mais c'est comment on finance cette transition. Oui, mais enfin, à chaque fois qu'il y a un problème en France, taxons les 10% les plus riches, oui, le patrimoine financier des 10% les plus riches. C'est pas ceux qui gagnent forcément 4 000 euros. Non, mais il y a plus de classe moyenne. Donc, si vous voulez, si à 4 000 euros, on est une classe moyenne sup, on est un cadre sup. Si en plus on va en finir totalement avec la classe moyenne sup et que on aille vers cette société des extrêmes, c'est-à-dire avec simplement des très pauvres, avec des gens qui ne sont malheureusement pas assez riches pour rentrer dans les avantages fiscaux du gouvernement et au-dessus des critères de minima sociaux, et des gens qui gagnent très bien dans notre pays, eh bien on va vers la bipolarisation de notre société. Donc je ne crois pas que à chaque trop fois d'impôts aujourd'hui en France. Non, je pense que la classe moyenne, celle qui travaille, 10%, non, moi dans la classe moyenne là. Oui, enfin, je pense que la 4 000 euros, on a un cadre sup, c'est-à-dire qu'on a un cadre sup. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est vous qui donnez ce chiffre, hein, c'est pas celui de Jean Pisani-Ferry. Si. C'est les revenus qui sont... bon, si, les 10% les plus riches, c'est au-dessus de 4 000 euros. C'est au-dessus de 3 500, 4 000 euros. Il faudra vérifier, mais vous êtes dans ces eaux-là. Ce que je dis juste, c'est que on peut pas à chaque fois en France créer une taxe à chaque fois qu'on a un problème. On est un des pays dont les taux de prélèvement obligatoires sont les plus hauts. Et aujourd'hui, c'est la classe moyenne. Les Français qui se lèvent tôt, les Français qui bossent, qui supportent l'intégralité des efforts de notre société. Donc ça n'est plus possible. Et je pense qu'en l'état actuel des choses, le vrai sujet, c'est d'arrêter la multiplication des accords de libre-échange pour engager la relocalisation, la réindustrialisation et protéger notre économie, notamment en vue de la transition énergétique, par le patriotisme économique. Et puis, je veux dire, c'est bien beau aujourd'hui de venir expliquer, comme le fait Madame Borne, qu'il faut la transition énergétique, mais quand on a mené une politique qui a fait la guerre au nucléaire pendant des années, quand on a assumé, revendiqué fièrement la fermeture de Fessenheim, qu'on a fait 0 € d'investissement supplémentaire dans le nucléaire entre 2017 et 2022, les éoliennes, par exemple. Oui, et donc donc ça fait partie de la transition, oui. Ouais, enfin, vous savez que les éoliennes, elles ne tournent à plein régime qu'un quart du temps, que l'énergie ne se stocke pas, que ça crée une pollution visuelle sur un certain nombre de territoires et que ça crée des nuisances. Je veux dire, allez discuter avec des agriculteurs ou avec des gens qui habitent à côté des éoliennes, ils vous disent, s'agissant des agriculteurs, que ça perturbe la vie de leur activité, et s'agissant des habitants, que en l'état actuel des choses, ça fait baisser de 10 à 20% le prix du foncier, parce que ces grands blocs de béton qu'on coule sur terre, ça n'est pas une solution qui est à mon avis durable. La France avait fait sa transition énergétique, c'était le nucléaire. Du général de Gaulle au président Sarkozy, il y avait un consensus pour dire le nucléaire, c'est un atout pour la compétitivité des entreprises, pour le pouvoir d'achat des Français et pour notre souveraineté, notre indépendance et notamment énergétique. Là, il y a une relance du nucléaire. Et Madame Borne a fait fermer Fessenheim, je me permets de le rappeler. Jordan Bardella, est-ce que le RN a prévu de voter pour la proposition de loi Lyotte qui vise à abroger la réforme des retraites ? Oui, le Rassemblement national votera en faveur de cette proposition de loi. Nos députés seront présents et mobilisés comme ils l'ont été d'ailleurs depuis le début de ce débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Moi, j'entends aujourd'hui beaucoup de députés de La République En Marche et de ministres d'ailleurs qu'on lit dans les tribunes de vos confrères indiquer qu'ils souhaitent faire de l'obstruction parlementaire et souhaitent rallonger le plus longtemps possible les temps des débats pour faire en sorte que cette proposition de loi qui vise
en quelque sorte à censurer la réforme des retraites, pourrait aller au bout. Donc il faut faire respecter la volonté du peuple français. Or, en l'état actuel des choses, si on en est encore aujourd'hui à se prononcer sur un texte, c'est que l'Assemblée nationale n'a pas pu voter jusqu'à présent sur cette réforme des retraites. Et si le président de la République était allé au vote, probablement que cette réforme ne serait pas allée au bout. Ça signifie que vous souhaitez que la contestation se poursuive, y compris dans la rue, parallèlement à ce qui va se passer à l'Assemblée nationale? Écoutez, le mouvement social s'organise librement. Moi, je dis aux Français, vous êtes en colère, vous avez raison de l'être. Vous êtes opposé à cette réforme des retraites, vous avez raison de l'être. Mais le plus grand des contre-pouvoirs, c'est le bulletin de vote. Dans un an, jour pour jour, il y a des élections européennes. On sait que la Commission européenne est en très grande partie responsable de ces recommandations qui sont faites à la France, notamment sur la réforme des retraites, sur la baisse des moyens dans les services publics. C'est une recommandation, mais pas une obligation. Oui, c'est très fortement recommandé en l'état actuel des choses. Et que à plus long terme, eh bien, il y a des élections législatives présidentielles et que si le Rassemblement national arrive à la tête de l'État dans 4 ans, nous garantirons un départ à 60 ans et 40 annuités pour ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans, parce que ce sont les métiers les plus difficiles. Et cette France qui commence à travailler très tôt, elle a le droit de partir beaucoup plus tôt. Et le RN ne changera plus de position sur les retraites comme ça a été le cas dans le passé. Ça ne bougera plus d'ici à la prochaine élection présidentielle. Si nous avons bougé, c'était 60 ans pour tout le monde, maintenant c'est 61, 62. Si nous avons bougé entre 2000... Ça ne pourrait pas changer, ça pourrait pas être 62 ou 63. Mais attendez, soyons très clairs. Pourquoi est-ce que notre position évolue entre 2017 et 2022 ? Parce qu'on est pragmatique et que la situation économique du pays, je veux dire, quand vous faites votre budget prévisionnel à l'approche d'une élection présidentielle en vue de gouverner la France, eh bien, vous vous adaptez aussi à la situation économique. Donc, si la situation change d'ici à 2027, vous pouvez encore évoluer sur les retraites. Il se trouve qu'entre 2007 et 2022, Emmanuel Macron a fait 600 milliards d'euros de dette. Donc, nous en avons tenu compte dans notre projet. Ce qui est important, c'est que ceux qui commencent à travailler tôt puissent partir tôt. Et en la matière, nous garantirons un départ à 60 ans et 40 annuités pour tous ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans parce qu'ils font les métiers les plus difficiles et que, par définition, ils doivent pouvoir partir plus tôt. Au-delà, je veux dire, c'est normal que vous puissiez travailler un peu plus longtemps. Je veux dire, quand on commence à travailler à 24 ou 25 ans, c'est que par définition, on a un métier qui est moins pénible. Et donc, là, par définition, vous pouvez travailler un peu plus longtemps. On retrouve la réforme d'Emmanuel Macron, à savoir un départ entre 62 et 67 ans et avec une durée de cotisation à 42 ans. Non, pas du tout. Tout le monde y gagnait. On était les mieux disants sur la réforme des retraites lors de l'élection présidentielle. Absolument tout le monde y gagnait. Maintenant, quand vous commencez à travailler à 24 ou 25 ans, eh bien, vous partirez avec 42 annuités et un départ à l'âge légal de 62 ans. Donc, ce qui ferait, au bas mot, 66 ou 67 ans. Mais ça nous amène jusqu'à 65 ans. Oui, mais quand vous commencez à travailler, je veux dire, quand on fait un métier qui n'est pas pénible, quand on travaille dans des bureaux qui sont chauffés durant l'hiver et qui sont climatisés. Vous tenez le même discours que le gouvernement, là. Non, je ne tiens pas le même discours que le gouvernement. Sur les carrières longues, on privilégie le départ anticipé et pour le reste, c'est un départ à 65 ans. Non, pas du tout. Non, je ne dis pas la même chose que le gouvernement. 17 et 20 ans, vous partez à 40 ans et 60 annuités. C'est pas du tout ce que propose le gouvernement, c'est 62 en la matière. Également du délit de séjour irrégulier, je vous vois sourire, tout est bon là-dedans pour vous? C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre leur carte au Rassemblement national, hein. Franchement, copier-coller presque pas mal, un peu low cost et probablement avec la sincérité en moins et juridiquement moins bon, parce qu'ils font fi dedans de la priorité nationale, c'est-à-dire de la priorité que nous souhaitons donner aux familles françaises dans l'octroi des logements sociaux, de l'emploi et notamment des allocations familiales. Ils font fi du rétablissement de la double peine qu'ils ont eux-mêmes supprimée, qui devrait nous permettre d'expulser les délinquants et criminels étrangers. Mais la question, c'est qui croit encore aujourd'hui dans la sincérité de l'état-major de LR ? Parce que ils avaient l'occasion de faire tomber le gouvernement en votant la motion de censure, ils ne l'ont pas fait. Ils avaient l'opportunité de voter pour la réforme des retraites, de voter à la présidentielle, de soutenir au second tour Marine Le Pen qui présentait mot pour mot ce que proposent les LR aujourd'hui, que nous proposions pendant la présidentielle et contre lequel, pendant toute la campagne présidentielle, ils nous ont dit que c'était pas crédible, irréalisable. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait voter Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle? Donc, ça pose la question de la sincérité. Vous voterez pour ces lois lorsqu'elles seront examinées. Et vos députés les voteront. D'abord, il faudrait qu'elles passent à l'Assemblée nationale. Mais vous les voterez. La question que moi, je poserais plutôt la question dans le sens inverse. Je veux dire, qui croit que les Républicains peuvent accéder au pouvoir dans 4 ans? Personne. Le Rassemblement national a de très grandes chances d'emporter la prochaine élection présidentielle. C'est un fait. Donc, si nous arrivons à la tête de l'État, nous engagerons des mesures fermes pour reprendre le contrôle de l'immigration. On a l'impression que ça vous intéresse un peu moins en ce moment, Jordan Bardella. La question, c'est, un exemple. Est-ce que les députés vont la voter? Oui, lors des journées où le Rassemblement national décide de l'ordre du jour de l'Assemblée, vous n'avez jamais déposé de texte sur l'immigration.
Vous parlez de la niche parlementaire? Oui, de la niche parlementaire. Écoutez, on a l'impression que finalement ça vous intéresse moins aujourd'hui. Alors, je pensais pas qu'un jour un journaliste me ferait ce type de reproche, à savoir qu'on ne parle pas assez d'immigration. C'est un constat. Mais écoutez, les Français connaissent nos positions sur l'immigration. Ça fait à peu près 40 ans que mon mouvement les expose. Les Français connaissent notre fermeté en la matière. Ils savent que si nous arrivons au pouvoir en 2027, nous engagerons dès les premières semaines un référendum sur l'immigration pour permettre aux Français de reprendre le contrôle. Dans le cadre de nos travaux parlementaires et notamment de cette journée qui était consacrée à nos mesures, une journée à l'Assemblée dédiée à nos mesures, on a souhaité aborder d'autres thèmes sur lesquels les Français connaissent un peu moins nos mesures. Je pense par exemple à la santé, je pense à l'éducation, je pense à l'augmentation des salaires, avec l'idée de présenter une réponse globale aux problèmes du pays et une vraie vision pour la France dans les prochaines années. Maintenant, je vous rassure, nous sommes probablement dans la vie politique française ceux qui, aux yeux des Français, incarnent plus la reprise en main en matière d'immigration. Je pense que les gens, aujourd'hui, ont une inquiétude, c'est de disparaître. C'est de voir leur culture, leur art de vivre, leur mode de vie, leur langue, leurs coutumes, leur culture locale et nationale disparaître sous le poids d'une immigration qui a transformé le visage de beaucoup de quartiers. Votre exemple en la matière, Jordan Bardella, se sentent un peu étrangers chez eux. En matière d'immigration, votre exemple, c'est le Danemark, l'un des pays les plus stricts en matière d'immigration. Ils obligent notamment les familles d'origine étrangère en situation régulière à déménager afin de renforcer la présence de Danois dits de souche dans certains quartiers. Vous venez d'en parler. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas plus de 30% de personnes non occidentales, par exemple dans les HLM d'ici 10 ans. Est-ce que ça, vous pourriez vous en inspirer et faire la même chose en France si vous arrivez au pouvoir? Il y a beaucoup de mesures que nous reprendrons du Danemark. En la matière, je l'ai dit, nous instaurerons la priorité nationale, c'est-à-dire que nous donnerons une priorité dans l'accès à l'emploi ou dans l'accès au logement aux familles françaises. Mais de souche, aux familles qui ont la nationalité française. Maintenant, ce qui est très intéressant dans l'exemple du Danemark, peut-être que vous poserez poser la question aux gens de la NUPES, c'est que le Danemark est un gouvernement socialiste et que précisément ce gouvernement socialiste a conscience de l'urgence migratoire aujourd'hui au Danemark. Nous prendrons des mesures très claires. Nous couperons les pompes aspirantes. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas venir en France et bénéficier des soins gratuits. Jordan Bardella, nous supprimerons le regroupement familial. Nationale, nous rétablirons la double peine. Les étrangers en situation régulière, vous dites la priorité nationale ne sera pas possible pour eux. Non. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas prioritaires. Totalement. Vous êtes. Donc les critères, ce seront des critères ethniques. Non. La carte d'identité, c'est pas un critère ethnique. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous passez... Ce sont des étrangers en situation régulière. C'est-à-dire qu'ils ont le droit, aujourd'hui, un étranger en situation régulière, avec un titre de séjour long, à accès à un HLM. Madame Braclière, vous allez changer ça. Pour entrer dans la fonction publique, il faut être de nationalité française. Vous ne considérez pas que l'État français fait de la discrimination ethnique. Moi, je ne regarde qu'une chose, c'est la communauté nationale. Or, s'est installée aujourd'hui, notamment en matière de logement HLM, une préférence étrangère. Un tiers des immigrés qui sont présents sur le sol français occupent des logements sociaux. C'est un chiffre qui a été donné par l'INSEE. Attribués sur des critères sociaux et donc de revenus. Donc, exactement. Sauf que la France n'est pas un guichet social, pardon de le dire. Mais il y a des centaines, des dizaines de milliers de familles françaises qui sont sur les listes d'attente et qui n'arrivent pas à bénéficier d'un logement social. Donc moi, à la question initiale, vous ferez déménager certaines familles je sortirai personne, je ferai déménager personne. Mais dans les nouvelles attributions qui seront données, nous ferons voter une loi que nous ferons passer dans ce référendum sur l'immigration, puisque vous savez qu'on souhaite soumettre un projet de loi à référendum dans les premières semaines de notre élection. Nous instaurons la priorité nationale et nous dirons, en France, le peuple français doit avoir la priorité chez lui. Ça veut pas dire que on est fermé. Ça veut dire que on n'accueillera pas les personnes en situation régulière. Ça veut dire les étrangers. Ça veut dire qu'on accueillera en France. D'abord, le nombre de titres de séjour qui seront donnés de manière régulière et de manière légale sera considérablement restreint et nous choisirons peut-être les secteurs économiques dans lesquels nous en avons besoin et nous choisirons par exemple des étudiants. Juste la France... Les étrangers en situation régulière ne pourront pas avoir accès au logement. Il y aura une priorité en tout cas dans les nouveaux, c'est très clair, je veux dire, là, vous me posez une question claire, je réponds très clair. Il y aura exactement dans les nouvelles attributions qui seront faites, il y aura une loi qui contraindra la décision à une priorité donnée aux familles françaises. Donc vous allez faire la même chose que Danemark. Il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de familles françaises qui sont touchées par la précarité, qui cotisent, qui travaillent et qui, à mon sens, devraient avoir une priorité dans leur propre pays parce qu'ils sont chez eux. Encore une fois, ce que nous faisons est fait par beaucoup de pays
dans le monde. Et le Danemark est bien un exemple qu'on peut reprendre en main la politique d'immigration. Et puis ce que je vous disais, nous couperons aussi toutes les pompes aspirantes qui fait qu'on peut venir en France se faire soigner, loger gratuitement, etc. aux frais de la princesse. D'un mot, Jordan Bardella, est-ce que vous avez été choqué par l'initiative du ministère de l'Intérieur qui a demandé à certaines académies de compter le nombre d'élèves absents à l'occasion de l'Aïd, la fête de fin du Ramadan, c'était il y a quelques semaines? Choqué, je vois pas ce que ça apporte. C'est-à-dire que moi, vous savez, j'étais scolarisé en Seine-Saint-Denis. Et effectivement, le jour du Ramadan et le jour de l'Aïd, il y avait pas grand monde. Bon. Et c'est la conséquence d'une immigration importante et de l'importation sur notre sol de gens qui viennent de l'étranger et qui font le choix dans les écoles de ne pas participer, de demander par exemple le report des examens. Hein, c'est déjà arrivé. On demande le report des examens parce que les examens ont lieu pendant le Ramadan. C'est la conséquence logique. Il y a des millions de Français qui font le Ramadan, oui. Oui, on n'a pas besoin d'être étranger pour être musulman. Oui, l'islam a priori n'a pas poussé dans les prairies normandes. Non, mais enfin. Il y a des. Non, excusez-moi. Si. Non, mais attendez. Enfin quoi? Des millions de Français, comme vous et moi, font le Ramadan. Oui, d'accord. Mais si aujourd'hui, dans les écoles de la Seine-Saint-Denis, il n'y a plus personne dans les classes quand il y a le Ramadan, c'est bien parce qu'on a fait venir dans notre pays depuis 30 ans des gens qui ont installé sur le territoire français une religion musulmane. Oui ou non? Oui. Bon, je vois pas ce qui vous choque là. Non, parce que vous avez dit. Non, mais vous jouez les bières étrangers comme si j'ai des propos complètement délirants. Bon, il se trouve que a priori, ces cas d'absence et d'absentéisme à l'école concernent les territoires en France qui ont été touchés par une forte politique d'immigration depuis 40 ans. Vrai ou faux? Mais pardon, j'arrive pas à suivre votre logique. Moi, je comprends pas non plus. Les élèves qui vont à l'école, ils sont tous français. Et alors, quel est le lien avec leurs origines et leur religion? Je comprends pas. Mais moi non plus, je comprends pas. Parce que. On se comprend pas. On se comprend pas, on va passer à la suite. Je pense que les Français me comprennent. Je pense que c'est l'essentiel. Bon, on va reprendre nos esprits. Bardella, 2 vieux compagnons de route de Marine Le Pen viennent de faire parler d'eux ces derniers jours. Le premier, Axel Lousteau, a participé à une manifestation néo-nazie à Paris. Le second, Frédéric Chatillon, a dit qu'il soutenait cette manifestation et qu'il s'y rendrait d'ailleurs l'année prochaine. Est-ce que ce sont vos amis? Non. Est-ce que ce sont les amis de Marine Le Pen? Non. Quelle relation avez-vous avec eux? On est au tribunal là, Non, je vous pose des questions. Non, mais vous voulez savoir qui j'ai mangé hier soir? Non, absolument pas. Il s'agit de personnalités publiques qui travaillent avec le RN depuis des années et même des décennies. Non. Si. Bon, j'espère que vous checkerez aussi ce sont vos prestataires encore aujourd'hui. Bon, alors on va reprendre. On commence par Axel Lousteau. Oui. Axel Lousteau a une société d'impression d'imprimerie, de tracts, d'affiches. Bon, la dernière fois qu'il a eu un contrat avec le Rassemblement national, c'était en 2017. Bon, c'est-à-dire que c'était il y a 6 ans au bas mot. Oui. Frédéric Chatillon, qui n'était pas à la manifestation, n'a pas de contrat avec le Rassemblement national. Il est actionnaire minoritaire de l'un des prestataires de services du Rassemblement national. Pour être parfaitement précis, arrêtez-moi si je me trompe, Jordan Bardella. Ces 2 hommes sont actionnaires à hauteur de 45%. Non, parce qu'Axel Lousteau revend ses parts, donc il n'est pas. On parle actionnaire d'une entreprise qui s'appelle e-Politique, qui a été un prestataire de services du RN, y compris à l'élection présidentielle, non pas de 2017 mais de 2022. Oui. Donc c'est pas il y a 6 ans. Oui, mais c'est pas la société d'Axel Lousteau. Puisque c'est leur société, dont ils sont donc actionnaires à 45% tous les deux, qui a réalisé la campagne numérique du RN, de certains députés du RN et de certains députés européens. Pourquoi vous dites pas tout simplement oui, on travaille encore aujourd'hui avec eux, plutôt que de nous dire c'est du passé? Alors je vais être extrêmement clair. Les gens qui ont une nostalgie radicale ou d'idéologie radicale n'ont pas leur place au sein du Rassemblement national. Les personnes dont vous parlez ne sont pas membres, ne sont pas cadres, élus du Rassemblement national. En tout cas, s'agissant d'Axel Lousteau, ils ne le sont plus. J'ai été élu président, je veux bien que vous me fassiez des reproches, mais j'ai été élu président du Rassemblement national au mois de novembre, c'est-à-dire il y a peu ou prou 6 mois. Bon, j'ai pris la décision de réinternaliser un certain nombre de missions qui sont confiées notamment à la société e-Politique, pour laquelle Frédéric Chatillon, puisqu'Axel Lousteau revend ses parts, est actionnaire minoritaire, e-Politique étant l'un de nos prestataires, de réinternaliser un certain nombre de missions qui leur étaient confiées. C'est en cours, mais pardonnez-moi, ça se fait pas en 24 heures. Donc vous ne ferez plus appel à eux. Premièrement. Vous ne ferez plus appel à eux. Mais
vous m'interrogez, excusez-moi, on n'est pas au tribunal. Non, donc, mais je vous pose la question différemment. Est-ce qu'on peut le samedi à Paris manifester derrière des cagoules et le lundi faire la com du RN? Vous me reprochez en fait d'avoir l'un de mes actionnaires minoritaires qui était au GUD il y a 30 ans. Je veux dire, si non, vous non, le faites, pas parlé du GUD, d'ailleurs. Non, mais monsieur, vous me parlez de Frédéric Chatillon. Oui, vous nous avez dit la dernière fois qu'on a eu affaire à eux, c'était en 2017. Je dis que c'était en 2022. N'était pas à la manifestation. Frédéric Chatillon a été le dirigeant, je crois qu'il était le président du GUD il y a au moins 30 ou 35 ans. Mais il était à une manifestation néo-nazie. Sur 7, non, il n'était pas. Sur 7, non, il n'était pas. Moi, il a soutenu, pardon. Frédéric Chatillon, Axel Lousteau. Sur ce critère-là, à ce moment-là, il faut le faire pour tout le monde. C'est-à-dire que quand vous invitez Madame Loiseau, qui est membre de La République En Marche, qui est députée européenne, ou tout autre membre de La République En Marche, il faut leur dire, mais Madame Loiseau, vous étiez membre du GUD, vous étiez candidate sur les listes du GUD. Voilà. Très bien. Quand vous invitez des gens des Républicains, il faut leur dire, mais il y a eu dans votre famille politique des gens qui ont été ministres. On ne parle pas d'actionnaires minoritaires, de prestataires, qui ont été ministres de la République française, Monsieur Devedjian, Monsieur Longuet, et qui étaient membres d'Occident et qui étaient membres du GUD. Allez, simple question, vous coupez les ponts avec eux? Il n'y a pas de relation politique avec Frédéric Chatillon et Axel Lousteau. Il n'y a pas de relation commerciale avec la société d'impression de tracts et d'affiches d'Axel Lousteau depuis 2017. Oui. Nous avons l'un des prestataires de communication dont l'un de nos actionnaires minoritaires a été au GUD il y a 30 ans. Donc, si on en est là, moi, en fait, je suis très rassuré là. Parce que franchement, si on en est là, c'est que vous n'avez plus grand-chose à nous reprocher. Ça suffit, stop. C'est elle qui l'a dit dans les colonnes du Monde. Ça suffit. On ne peut pas être proche du RN quand on manifeste derrière. Mais elle a totalement raison. Et je vais vous dire, elle vous a demandé d'ailleurs de couper les ponts. Elle a totalement raison. C'est elle qui a ouvert ce débat. Elle a totalement raison. Et moi, j'attends des prestataires du Rassemblement national qu'ils fassent ce pourquoi on les paye. Voilà. C'est-à-dire de la com et pas des manifs avec des croix celtiques. Et s'ils font ça, alors à ce moment-là, il n'y a pas de lien avec le Rassemblement national. Et s'ils ne le font pas, précisément ces mouvements d'ultra-droite. Moi, je suis très clair, je suis pour la dissolution de tous les groupuscules d'ultra-gauche et d'ultra-droite. Y compris du GUD. Peu importe. Écoutez, quand on manifeste cagoulé dans les rues de Paris, avec une attitude violente, on n'est plus dans la manifestation, on est dans l'attroupement, et c'est en violation de la loi, et là on est contraire aux lois de la République française. Donc je suis sans ambiguïté là-dessus, et Marine Le Pen avait écrit à Elisabeth Borne le 18 décembre pour lui demander la dissolution des groupuscules d'ultra-gauche et d'ultra-droite. Et pour être parfaitement clair, vous souhaitez que les relations contractuelles entre le RN et cette entreprise, dont ils sont tous les deux actionnaires, se terminent. Je vous l'ai dit, si nos prestataires font de la politique avec des convictions. C'est le cas quand on manifeste derrière des cagoules. C'était Monsieur Chatillon, c'était Monsieur Lousteau, Monsieur Lousteau qui est en train de revendre ses parts de la société e-politique et c'est en cours depuis plusieurs semaines. Donc c'est un peu plus compliqué que cela. Je vous dis juste une chose, ces mouvements d'ultra-droite se sont construits depuis 20 ans contre le Front National et contre le Rassemblement National. Je ne vais pas vous ressortir les unes de Minutes et de Rivarol contre Marine Le Pen, mais cette mouvance radicale, elle conteste le fonctionnement de la démocratie, elle conteste le fonctionnement de la République française et elle conteste même la légitimité de Marine Le Pen et du Rassemblement National. Donc ce sont des gens qui sont des ennemis de notre famille politique. Frédéric Chatillon n'est pas un ennemi de votre famille politique. Le GUD l'est. Oui, mais Frédéric Chatillon, non, ça fait 20 ans qu'il connaît Marine Le Pen, il a travaillé pour vous, c'est un compagnon de route, c'est pas un ennemi politique de Marine Le Pen. Oui, d'accord, et donc il a été dans un groupe il y a 30 ans, qui est un groupe radical quand il était jeune, avec lequel je suis en désaccord total, qui ne sont pas mes idées. Donc, vous me reprochez quoi au juste? On vous interroge simplement sur la position du RN. Écoutez, je vous ai répondu. Sur ce qu'a dit Marine Le Pen. C'est parfaitement clair. Et permettez-moi de vous rappeler que le gros de la violence aujourd'hui, la violence qui s'en prend aux forces de l'ordre, qui s'en prend aux institutions, c'est celle de l'ultra-gauche. Il y en a l'ultra-droite, mais c'est en très grande majorité celle de l'ultra-gauche. Et je note qu'avec l'ultra-gauche, la gauche NUPES et la gauche parlementaire fait preuve d'une mansuétude et d'une alliance objective, parce que quand on va participer à des manifestations s'agissant des députés de la NUPES à Sainte-Soline, où on piétine les champs de nos agriculteurs et où on jette des cocktails Molotov sur la police, ça serait bien que ces procès soient faits aussi à la gauche. Les propos de Bardella ont provoqué des réactions contrastées. Ses partisans le perçoivent comme un défenseur de la sécurité et de l'identité nationale, tandis que ses détracteurs l'accusent de stigmatiser les migrants et de proposer des solutions trop simplistes face à des enjeux complexes. La question de la suppression du droit du sol reste particulièrement sensible, car elle touche à des principes fondamentaux de la République française. L'interview de Jordan Bardella a mis en lumière des enjeux importants pour Mayotte et pour la France dans son ensemble. Si ces propositions bénéficient du soutien d'une partie de l'opinion publique, elles continuent de diviser et de nourrir des débats passionnés. La situation à Mayotte demeure un défi majeur pour les autorités françaises qui doivent jongler entre sécurité, respect des droits humains et préservation des principes républicains.